Bonjour, nous allons aborder la notion de fluide complexe en commençant par celle de fluide non newtonien qui se définit par opposition aux fluides newtoniens qui sont les fluides que vous avez considérés jusqu'à maintenant durant vos études. Dans les exercices qui vous étaient donnés, on considérait un fluide newtonien dont la viscosité et la masse volumique vous étaient données et vous résolviez l'exercice sans vous poser davantage de questions. Nous allons voir que les choses sont beaucoup plus compliquées et notamment que la viscosité d'un fluide non newtonien est beaucoup plus complexe que celle d'un fluide newtonien. Avant toute chose, nous allons faire un petit détour par les solides et en particulier par les solides élastiques. Voici un solide élastique. J'exerce une contrainte dessus, vous voyez qu'il se déforme. Si je relâche cette contrainte, vous le savez tous, le solide reprend sa forme initiale. Pour représenter cela, plaçons-nous dans un plan contrainte-déformation. On trace en ordonnée la contrainte que j'ai exercée sur le solide pour le déformer, et en abscisse, la déformation résultante. Pour un solide élastique, on voit une relation linéaire entre la contrainte et la déformation, la pente de cette droite étant le module Young, une caractéristique intrinsèque du matériau. Naturellement, j'aurais pu travailler en imposant une déformation au solide et en mesurant la contrainte qu'il me fallait exercer pour le déformer. J'aurais évidemment obtenu le même tracé dans ce plan contrainte-déformation. Si on en vient maintenant au fluide et au fluide newtonien, le fluide newtonien sera l'équivalent pour les fluides du solide élastique. Alors évidemment, pour un fluide, la notion de déformation n'a pas beaucoup de sens. Quand on applique une contrainte sur un fluide, celui-ci s'écoule, et ce qui va être pertinent de mesurer, ce n'est plus sa déformation, mais son taux de déformation, autrement dit, sa vitesse. Dans un diagramme contrainte-taux de déformation, pour un fluide newtonien, on va trouver une relation à nouveau qui est linéaire, la pente de la droite étant cette fois-ci la viscosité du fluide newtonien. On voit que celle-ci ne dépend ni de la contrainte, ni de la vitesse à laquelle s'écoule le fluide. Et c'est ça, la propriété essentielle d'un fluide newtonien, sa viscosité ne dépend pas de l'écoulement. On peut désormais imaginer des fluides plus complexes dont la viscosité dépendrait justement de la vitesse ou de la contrainte exercée sur le fluide. En voici représentés dans le plan contrainte-taux de cisaillement quelques exemples. Comment désormais définir la viscosité pour ces fluides plus complexes? Nous n'avons plus une droite dont la pente est constante, mais une courbe dont la pente locale, sa dérivée, peut servir à définir la viscosité du fluide. On voit désormais que la viscosité dépend de la contrainte ou du taux de cisaillement imposé au fluide. Celui-ci en vert voit sa viscosité augmenter quand on le cisaille davantage, il sera qualifié de rhéo-épaississant. Celui-ci en rouge voit au contraire sa viscosité diminuer quand on augmente le cisaillement, il sera qualifié de rhéo-fluidifiant. Le monde qui nous entoure, et notamment le monde agroalimentaire, le monde du bâtiment, le monde des cosmétiques, est peuplé de fluides non newtoniens, dont les propriétés ont été soigneusement choisies par les industriels qui les ont fabriqués. Les yaourts, le ketchup, le sang, la peinture, la plupart des cosmétiques sont en effet des fluides non newtoniens. Prenons l'exemple de la peinture. Vous souhaitez repeindre un mur. Vous vous munissez d'un pot de peinture, d'un rouleau. Quand vous trempez le rouleau dans le pot de peinture et que vous allez de votre pot vers votre mur, vous souhaitez que la peinture ne goutte pas pour ne pas salir le sol. En revanche, quand vous commencez à étaler la peinture sur le mur, que vous lui imposez un cisaillement, vous souhaitez qu'elle coule le plus facilement possible pour minimiser votre effort. Ces deux propriétés sont celles d'un fluide rhéofluidifiant. L'industriel qui fabrique la peinture va justement mettre ce qu'il faut dans sa peinture pour que celle-ci ait cette propriété rhéofluidifiante. Considérons ce fluide particulier que vous connaissez tous également. J'aurais pu prendre du dentifrice, prenons de la mousse à raser. J'en mets sur mon doigt. Est-ce un solide ou est-ce un fluide? Alors vu comme ça, évidemment, ça a l'air d'être un solide. Il garde sa forme, ne s'écoule pas. Pourtant, quand il est sorti de la bombe, il a coulé. Donc quand il est soumis à la contrainte de son seul poids, il ne s'écoule pas, c'est un solide. Par contre, soumis à une contrainte plus forte, il est susceptible de s'écouler. Si je le cisaille maintenant, vous voyez très bien qu'il s'écoule également. Comment allons-nous représenter cela? Eh bien, ça va être un fluide dit à seuil. Il va falloir exercer sur lui une contrainte minimale afin qu'il puisse s'écouler.
Sur le diagramme, j'ai représenté ici un fluide à seuil dont la loi est linéaire, donc la viscosité, une fois que le fluide s'est mis à s'écouler, ne dépend plus du cisaillement. On peut tout à fait imaginer des fluides à seuil réofluidifiants ou des solides à seuil réoépaississants. Considérons un mélange d'eau et de maïzena. Si on essaye de mélanger doucement, on n'éprouve pas trop de difficultés et la sensation est celle de mélanger un yaourt un petit peu épais. C'est facile. Si on essaye de mélanger plus vite, cela devient très difficile. Le fluide exerce une très grande résistance sur la cuillère. C'est dur. On voit ici se manifester le caractère réoépaississant de ce mélange d'eau et de maïzena. Faisons une autre expérience. Essayons de faire rentrer la cuillère très rapidement dans le fluide. On donne des petits à-coups avec la cuillère. On voit que la cuillère ne s'enfonce pas et rebondit sur la surface. Si on dépose simplement la cuillère à la surface du fluide, elle s'enfonce sans aucune difficulté. On peut retrouver un grand nombre d'expériences similaires dans diverses vidéos sur Internet. Que se passe-t-il? Comment expliquer ce phénomène? Il faut revenir à la façon dont nous avons fabriqué ce mélange d'eau et de maïzena. En fait, si vous voulez faire ça à la maison, je vous conseille de commencer par choisir la quantité de maïzena que vous voulez gâcher, puis de rajouter petit à petit un petit peu d'eau pour obtenir la consistance désirée. En effet, ce mélange est essentiellement constitué de maïzena. Si vous commencez par remplir un verre d'eau et que vous voulez mettre de la maïzena, vous allez y passer tout votre pot. Donc, nous nous retrouvons avec un fluide qui est constitué essentiellement de grains de maïzena et d'eau. Que se passe-t-il quand on le sollicite avec un temps caractéristique rapide en essayant de rentrer la cuillère par là? Il se passe la même chose que ce qui se passe quand vous courez sur le sable mouillé à la plage. Localement, autour de votre pied, le sable s'assèche, l'eau étant chassée par l'impact de votre pied. Ici, il se passe exactement la même chose dans la maïzena. D'ailleurs, on le voit quand on fait l'expérience, on voit localement un assèchement et on retrouve les grains de maïzena secs autour de la cuillère. On voit ici émerger un nouveau paramètre pour étudier ces systèmes qui est le temps caractéristique avec lequel on les sollicite. Ce temps caractéristique devrait être comparé à celui auquel le système réagit aux sollicitations auxquelles il est soumis. On peut voir l'exemple de la mousse à raser d'une autre manière. Prenons cette mousse et attendons suffisamment longtemps. Peut-être qu'on la verra s'écouler et former une tache sur ma main ou sur le plan de travail sur lequel on l'aura déposé. On voit ici apparaître une nouvelle dimension au problème qui est le temps sur lequel on regarde l'expérience se dérouler. En fait, ce qu'il faut, c'est comparer la durée de l'expérience que nous faisons avec le temps typique de réarrangement du matériau, ou le temps typique avec lequel il réagit aux sollicitations auxquelles il est soumis. Pour réaliser cette comparaison, nous introduisons le nombre de Deborah qui compare le temps caractéristique de réorganisation du matériau sur le temps d'observation ou le temps typique de sollicitation de ce matériau. Si le nombre de Deborah est très grand, le matériau n'a pas le temps de se réorganiser à l'échelle à laquelle on le sollicite. Il nous apparaîtra comme un solide. Au contraire, si le nombre de Deborah est très petit, le matériau se réorganise en permanence et son comportement nous apparaît fluide. Évidemment, il faut imaginer tout un continuum de situations entre ces deux extrêmes. Il y a beaucoup de matériaux qui ont l'air solides au temps caractéristique habituel de la vie quotidienne et qui pourtant s'écoulent. Vous avez sûrement déjà entendu que les verres des cathédrales étaient plus épais en bas qu'en haut du fait de l'écoulement du verre. Le verre s'écoule, c'est vrai, mais si les verres des cathédrales sont plus épais en bas qu'en haut, c'est plus lié au processus de fabrication qu'à l'écoulement du verre. En effet, le temps caractéristique d'écoulement du verre est de plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années. Il s'apparente en cela aux roches des montagnes qui coulent. Un autre exemple puisé dans les montagnes, où nous pouvons voir un écoulement d'un matériau qui nous a pourtant l'air solide, c'est l'écoulement des glaciers. En effet, les glaciers s'écoulent et il n'est pas rare de retrouver relâché au pied du glacier des Bossons à Chamonix un alpiniste ou son matériel qui s'y sera perdu 30 ou 40 années plus tôt. Les alpinistes marchent sur les glaciers et pourtant ceux-ci s'écoulent telle une rivière. Je vais vous montrer un film qui a été pris par le Parc national des Écrins et qui montre l'écoulement du glacier blanc sur une année.
Si on compare les vitesses au centre et au bord du glacier, on voit que le glacier coule beaucoup plus vite au centre que sur le bord. Vous reconnaissez ici un écoulement de Poiseuille avec au centre une vitesse maximale et une vitesse qui s'annule sur les bords pour satisfaire la condition d'adhérence à la paroi. Le glacier n'est ni plus ni moins qu'un canal. La vitesse d'avancée du glacier blanc a été mesurée dans la vidéo à 80 mètres par an. On voit donc qu'en 40 ans, 3 ou 4 km ont pu être parcourus. C'est largement suffisant pour faire descendre l'ensemble du glacier à un alpiniste ou son équipement qui serait tombé dans une crevasse. En considérant des nombres de déborah extrêmes, très grands ou très petits, on voit que la limite entre solide et fluide n'est plus si évidente qu'il nous paraissait au début. Nous allons considérer quelques exemples d'écoulement de fluides viscoélastiques. En l'occurrence, il s'agit d'une solution d'eau et de polymère, où quelques parties par million de polymères ont été ajoutées dans de l'eau. Dans la vie courante, le blanc d'œuf est un matériau très proche du matériau que nous allons regarder aujourd'hui. Regardez l'écoulement d'extrusion d'une seringue de ce fluide viscoélastique. On voit se former un bourrelet, le diamètre du jet augmente à la sortie de la seringue. Vous savez très bien que pour un fluide newtonien, par exemple de l'eau, on n'aurait pas du tout ce comportement-là, le jet s'affinant sous l'effet de la gravité. C'est ce que nous voyons sur cette autre vidéo. Qu'avons-nous fait dans ce problème? Nous avons soumis le fluide à un cisaillement, puis nous avons arrêté ce cisaillement. Regardons ce qui se passe dans les deux cas que nous avons envisagés ici. Le cas d'un fluide newtonien d'abord. Considérons un fluide newtonien placé dans une enceinte. On soumet le fluide à un cisaillement en mettant en mouvement la paroi supérieure, la paroi inférieure restant fixe. On va s'établir un profil de couette entre la vitesse v égale 0 en bas et la vitesse v égale grand U en haut. Arrêtons maintenant le cisaillement. Que se passe-t-il? Le fluide ralentit, les filets fluides restent parallèles les uns aux autres. L'effort résultant est strictement opposé au cisaillement initial. Ce sont les flèches rouges sur ce graphique. Considérons maintenant le même problème avec, à la place du fluide newtonien, un fluide viscoélastique. Ce fluide viscoélastique est constitué de longues chaînes de polymères. Au repos, ces chaînes prennent la forme d'une pelote comme les molécules d'ADN. Mettons en marche le cisaillement. La partie newtonienne de ce fluide va se comporter de la même façon que le fluide newtonien avec un profil de couette. Les chaînes de polymères, quant à elles, vont se retrouver étirées un peu diagonalement du fait du cisaillement. Arrêtons maintenant le cisaillement. La partie newtonienne va ralentir exactement de la même façon que précédemment, parallèlement au cisaillement qui leur avait donné naissance. Les chaînes de polymères, en revanche, en reprenant leur forme initiale de pelote, vont exercer sur le fluide une force dont une composante est parallèle au cisaillement initial, mais une composante lui est perpendiculaire. Cette composante perpendiculaire à celui-ci montre que ces fluides viscoélastiques sont capables d'engendrer des contraintes perpendiculaires au cisaillement qui leur a donné naissance. C'est ce qu'on appelle la notion de contrainte normale, qui vont expliquer un grand nombre de propriétés de ces fluides viscoélastiques, notamment la formation du bourrelet d'extrusion. Une autre manifestation de ces contraintes normales est l'effet Weissenberg. Si on plonge une mèche en rotation dans un fluide newtonien, vous savez très bien qu'il va se former un creux autour de la mèche, la surface libre prenant la forme d'une parabole. Ici, pour le fluide viscoélastique, vous voyez qu'il se passe exactement l'inverse. Le fluide remonte le long de la mèche en rotation, la surface libre prenant une forme concave. C'est une autre manifestation des contraintes normales appelée l'effet Weissenberg. Nous avons vu que la limite entre solide et liquide n'est pas si évidente qu'on le croit. Les liquides peuvent montrer des propriétés solides, suivant la vitesse à laquelle on les sollicite. C'est ce que nous avons vu par exemple avec les fluides viscoélastiques ou les fluides réoépaississants tels la maïzena. Et nous avons vu que les solides pouvaient avoir des comportements fluides si on les regarde sur des échelles de temps suffisamment longues. En réalité, tout matériau contient les propriétés et des fluides et des solides qui s'exprimeront différemment suivant les échelles de temps auxquelles on les regarde.